Alors je vous ai demandé de voter pour la prochaine vidéo fluff et vous avez choisi le Codex Space Marine du Chaos, donc pas à l'unanimité mais la majorité c'était quand même là-dessus. Donc acte, voici la première partie de cette vidéo consacrée au fluff, au lore, à l'historique de ce codex, Warhammer 40 000 Codex Space Marine. Alors pourquoi je vais vous faire plusieurs vidéos? Eh bien tout simplement parce que c'est vrai que on m'a fait remarquer les vidéos d'1h30, c'est bien, c'est sympa, mais ça demande du temps pour pouvoir la regarder, ça demande une bonne plage horaire, alors que si eh bien, je segmente ça en plusieurs parties, c'est beaucoup plus facile à consommer. Vous pouvez le regarder quand vous êtes dans le bus, quand vous êtes dans le train, quand vous êtes en voiture, mais pas quand vous conduisez. Et puis, ça me permet comme ça de rebondir aussi, et puis qu'il y ait beaucoup plus d'interaction. L'avantage aussi, c'est que je vais pouvoir rentrer beaucoup plus dans les détails. C'est vrai que quand je fais ma vidéo, déjà en 1h30, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais honnêtement, je me bride. Hein. Il y a plein de choses que j'aimerais déployer, développer, et je peux pas le faire parce que je me dis la vidéo, elle va faire 2-3 heures. Donc là, en l'occurrence, cette petite vidéo beaucoup plus courte, hein, vous le voyez dans la timeline, eh bien ça va me permettre d'aller plus en profondeur. Donc que des avantages, on y va avec le début de Warhammer 40 000 Codex Space Marine du Chaos. Alors déjà vous le voyez hein, sur la couverture, on a quelque chose de beaucoup plus dark que ce qu'on pouvait avoir à une époque. Voilà, c'est assez sombre. De toute façon, toutes les codex maintenant, toutes les couvertures sont assez sombres. Donc voilà. Alors on commence directement ici. Space Marine du Chaos. Alors je vous le lis un petit peu. Donc ils sont les tueurs de rois emplis de haine et les conquérants de monde, des destructeurs esclavagistes et agents de la ruine. À travers eux s'incarne la peur qu'éprouve l'Imperium, que les âmes les plus nobles puissent devenir les plus perverties. Et ça, c'est un premier passage qui est très important, c'est que le chaos, c'est vraiment la némésis en fait de l'Imperium, et je pense que ça peut être à juste titre considéré comme la plus grosse menace de l'Imperium. Alors certes, vous allez me dire oui, il y a les tyrannides, et en effet, je pense que les tyrannides, c'est une menace, mais pas à l'échelle de l'Imperium, à l'échelle de la galaxie tout entière. Ça me fait plaisir en tant que joueur tyrannide. L'avantage du chaos, c'est que c'est vraiment l'antagoniste primaire de l'Imperium. C'est vraiment le côté négatif, le jumeau maléfique, on est vraiment là-dedans, et ce qui est amusant, c'est vraiment ce côté, eh bien, les plus terribles adversaires proviennent eh bien, des plus grands héros. Et ça, on va le voir avec justement la genèse des Space Marines. Comment sont-ils passés du côté obscur? Alors, je vais pas vous refaire toutes les hérésies de Russes, hein, ce sera le sujet peut-être hein, d'une autre vidéo, ou alors vous trouvez pas mal de vidéos ici sur le sujet, mais là, on va détailler en tout cas ce qui est présenté dans ce codex. Sur cette image qui reprend la couverture de codex, eh bien deux choses déjà qui sont assez intéressantes. Donc vous voyez cette partie du codex, on l'a vu, c'est la couverture, mais il y a aussi cette partie-là qui n'était pas présente sur la couverture. Déjà première chose qu'on voit, c'est qu'il y a quand même quelques ultramarines, vous voyez, qui sont là en train de se battre. Et au final, c'est assez amusant de les voir perdus comme ça au milieu de cette marée du chaos. On se demande même comment ils ont pu arriver jusque-là. Hein, on imagine qu'ils sont plus ou moins en duel avec des personnages, et puis tous les autres cultistes avancent. Alors lui, le seigneur, n'a même rien à carrer, hein. Ils s'en fichent complètement. Après, ce qu'on voit ici, alors je dis deux choses, mais vous voyez, on va se permettre d'aller plus loin. Cette chose-là qui représente une sorte d'explosion, explosion chaotique. Alors, est-ce que c'est peut-être une sorte de firewall, c'est-à-dire qu'une ouverture dans la réalité qui permet aux Space Marines du Chaos de passer par cette ouverture, de se téléporter plus ou moins. On peut aussi imaginer que c'est une sorte d'ogive qui a été déclenchée en fait, donc une explosion, voilà, donc on va pas aller jusqu'à imaginer que c'est une sorte d'exterminatus qui est en train de se faire par derrière, mais il y a cette notion de, voilà, grosse explosion. Après, a-t-elle été déclenchée par l'Imperium, a-t-elle été déclenchée par les forces du chaos? En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça inquiète pas plus que ça le Seigneur du Chaos. Ensuite, dernière petite chose, moi j'aime beaucoup aussi ici l'illustration, vous voyez, on a une sorte de machine comme ça. Alors là, on est dans la vision de l'artiste, on sait pas vraiment si c'est apparenté à quelque chose qui sortira un jour ou pas. Alors, à une époque, je pensais vraiment que chaque illustration, je l'avais dit pour le Codex Mechanicus, d'ailleurs, on fait l'effort, je vous montre le visuel du Codex Mechanicus, et bien, cette grosse unité que vous avez sur la couverture, je pensais que ça allait être une unité qui allait sortir. Donc, ça n'a pas été le cas, ou en tout cas, ce n'est pas encore le cas, peut-être que ça allait plus tard dans le temps, on ne sait pas. Mais en tout cas, ici, bah là aussi, je pense que c'est une vision de l'artiste, pour montrer un peu le côté, il y a des grandes machines, ce qu'on avait beaucoup plus, en fait, dans les anciennes couvertures,
dans les anciennes illustrations de Warhammer 40 000, on avait toujours quelque chose d'assez loin, donc on avait toujours peut-être des personnages mis en avant au premier plan, mais l'arrière-plan donnait vraiment une grosse impression d'immensité. On avait des titans, on avait quasiment toujours des titans. Là, ce n'est pas le cas. Vous voyez, l'arrière-plan n'existe quasiment pas. Là, ce qu'on voit presque de plus loin, c'est le sorcier du chaos qu'on a ici, mais même lui, il est quand même assez proche. Et donc, c'est pour ça, on a quand même une créature un petit peu grosse. Mais en tout cas, j'aime bien cette liberté en fait que peuvent avoir peut-être les artistes pour essayer de représenter les choses. Alors, on reste sur cette page-là et je vous lis ce petit paragraphe. Ils avaient été créés pour une guerre sans fin, la conquête d'une galaxie qui jamais ne leur appartiendrait. Ils forment désormais les confréries innombrables des guerriers les plus doués et les plus impitoyables. Rendus plus forts par les dons qui leur prodiguent, les dieux sondent du chaos. Rien ne leur est inaccessible, ni les conquêtes, ni la revanche, ni la damnation éternelle. Et c'est ça en fait, c'est qu'au final, c'est les grands perdants, et même s'ils gagnent, en fait, ils ont déjà perdu. Alors, l'idée de ce petit paragraphe, il y a deux choses que j'aime bien, c'est ils avaient été créés pour la conquête d'une galaxie qui jamais ne leur appartiendrait. En fait, il y a cette notion-là qui est très forte sur la création des Space Marines, c'est que les Space Marines, c'est avant tout un outil. C'est un outil qui a été créé par l'empereur pour la conquête. C'est à peine, si on peut se risquer vers ceci, à peine différent d'un bolter. C'est un armement qui est utilisé par l'empereur. Voilà. Donc bien sûr, ce sont les fils des primarques, etc. Donc il y a cette notion de grandeur, mais au final, c'est pas pour eux qu'ils se battent. En fait, ils ne se battent pas pour eux, contrairement justement aux Space Marines du Chaos. Ça, c'est une grosse différence. Mais les Space Marines Loyalistes se battent pour l'empereur, pour sa gloire et pour l'humanité. Tout en sachant qu'eux-mêmes ne sont pas des humains. Hein. Je parle bien des Space Marines, eux-mêmes ne sont pas des humains. Donc au final, eh bien, c'est cette fibre-là, cette vibrance-là qui a été utilisée par les puissances du chaos, entre autres, pour justement eh bien, les pervertir. Parce que se dire que vous êtes l'élite de ce que vous êtes censé protéger, mais qu'au final, vous vous battez pour ceux qui sont inférieurs, eh bien forcément, ça doit vous faire vous poser des questions. Deuxième point extrêmement intéressant, ils forment désormais des confréries innombrables des guerriers les plus doués et les plus impitoyables, rendus plus forts par les dons qui les prodiguent les dieux sombres. C'est exactement la même chose que ce que je vous avais dit dans eh bien, le codex chevalier impérial et chevalier renégat. Les chevaliers renégats, c'est la même chose que les chevaliers impériaux, sauf qu'on y ajoute toute la puissance en fait du chaos. Et là, pour les Space Marines, c'est exactement la même chose. Vous prenez un surhomme qui est un Space Marine, un suréquipement qui est l'équipement des Space Marines, le surendoctrinement qui est encore plus puissant avec les dieux sombres, peut-être, on l'imagine, après il peut toujours y avoir débat bien sûr, mais se dire est-ce qu'un Space Marine loyaliste qui croit en la foi de l'empereur et qui peut-être est guidé par la volonté de l'empereur va être plus puissant, il y aura plus d'atouts qu'un Space Marine du chaos qui lui est guidé par un dieu qui lui parle directement et où il a directement eh bien, plus de puissance, des bras en plus, que sais-je, plus de force, d'adeptes, etc. Clairement, c'est quand même plus facile du côté du chaos. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais c'est comme le côté obscur, plus facile, mais pas forcément plus fort. Exactement. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant, mais honnêtement, on peut quand même se dire, attends, entre le même Space Marine et puis le même Space Marine perverti avec en plus la puissance du chaos pour donner un coup de hache, il y a quand même peu de chances, je pense, que les Space Marine loyalistes l'emportent. Alors après, c'est toujours la même chose, hein, on tombe toujours dans le même travers, à savoir, eh bien, pourquoi ce codex ne va-t-il pas être celui qui va écraser tous les autres? Eh bien parce qu'il faut que chaque codex que vous lisiez, vous ayez l'impression que vous allez être l'armée la plus forte. Hein. Les Tau, c'est les plus technologiques, hein, ils vont gagner. Hein. Les Eldar, ah oui, ils sont... les Eldari, ils sont... Enfin, le codex Craftworld, ils sont eh bien tout en bas de l'échelle, mais en final, ce sont les plus nobles, etc. Donc les tyrannides, oui, les tyrannides, c'est ceux qui mangent tout, rien ne peut les arrêter, et même ce que vous détruisez va se régénérer, etc. Mais en fait, quoi qu'il arrive, eh bien, chaque nouveau codex, eh bien, ou quoi qu'il arrive, chaque codex, ça doit vendre du rêve. Donc ça doit vous vendre les choses incroyables. Et là, c'est assez facile. Hein. Vous avez d'un côté les Space Marines, tout le monde connaît les Space Marines, c'est emblématique de Warhammer 40 000. Et là, ce qu'on vous propose, c'est la même chose, mais en plus fort avec des pointes. Donc choisis bien, mon ami. Après, la réalité, eh bien, il faut qu'il y ait un équilibre, hein. Sinon on arrive à la fin de la V8 de Battle, avec Archaon qui gagne, et puis voilà, là, si c'est Abaddon qui gagne,
bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va encore avoir envie de jouer? Je vous laisse voir ce qui s'est passé avec Battle la V8. Une fois que une fois que l'histoire a été conclue plus ou moins, il y a les gens qui sont partis sur Age of Sigmar, mais aucun rapport avec la V8. Là, si jamais un jour ils mettaient fin à Warhammer 40 000 avec une victoire du chaos ou même d'un autre protagoniste, qu'est-ce que ça amènerait? Bah, pas grand-chose, en tout cas rien de positif. Donc c'est pour ça qu'on sera éternellement dans un statu quo, à moins que vraiment il y ait un pas énorme qui soit franchi avec au final un retour aux sources. Hein. Vous voyez, quand on voit l'historique, la V8, Age of Sigmar, et puis au final on essaie quand même de faire des passerelles, histoire de dire que, bon écoute, on revient quand même jouer avec nos jeux. Il y a toujours ce problème en fait, si ce n'était qu'une seule histoire, je pense qu'il pourrait y avoir un gagnant. Maintenant, comme c'est juste, on va dire, un soutien à une démarche commerciale de vous faire jouer à un jeu, de vendre des figurines, on n'aura sans doute, vraisemblablement, jamais de fin. Et c'est pour ça que j'aime toujours les petites histoires qui n'ont pas de lien avec le reste, parce que en général, il y a une vraie fin. C'est pour ça que, vous voyez, quand vous regardez, typiquement, des petites séries comme ça, je pense à quoi? Je pense à Love, Death, Robot, là, sur Netflix, des choses comme ça. C'est super intéressant, parce que, ou Black Mirror, il n'y a pas de contexte en fait, donc vous pouvez avoir des vraies fins qui sont négatives et sans que les gens arrêtent d'acheter vos figurines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est le travers toujours de Warhammer 40 000, c'est sa plus grande force, parce qu'il n'y a aucun jeu, franchement, il n'y a aucun jeu avec un univers aussi puissant que celui de Warhammer 40 000, en tout cas aussi fouillé, aussi travaillé. Et l'inconvénient c'est ça, c'est qu'il y a tellement de choses, c'est que voilà, on peut pas tourner la page et dire ok, chapitre 2 maintenant. Donc voilà. Même si on peut dire que le chapitre 1 c'est l'ère d'Horus et chapitre 2, allez, Warhammer 40 000, chapitre 3 Warhammer 40 000 avec les cicatrices Benedictum, imaginons. Alors rien que sur cette page, vous voyez comme je prends la peine de rentrer plus dans le détail, je me suis fait plaisir, il y a beaucoup plus de petits post-it. Donc comment ça a commencé? Eh bien tout simplement, à la base, l'empereur a décidé d'unifier Terra, il avait besoin d'outils. Donc il a créé les guerriers de tonnerre, on n'en parle pas vraiment ici, mais c'est ce qui va donner en fait l'ébauche des premiers surhommes, des super guerriers pour reconquérir en fait Terra. Ce qui s'est passé aussi, c'est que à ce moment-là, il a décidé de créer des primarques, donc qui étaient à l'image en fait de l'empereur. Je zappe un petit peu, mais on raconte que les primarques firent partie des premiers ouvrages de l'empereur. Au nombre de 20, ces êtres uniques sont décrits comme ayant été l'apogée de ses créations, des demi-dieux qui partageaient une portion de son arme ou reflétaient une facette de son divin caractère. Ça c'est intéressant, c'est que au final, un primarque, c'est une sorte d'extension et de morceau de l'esprit de l'empereur, donc une sorte d'incarnation de l'empereur. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où il y en a qui passent du côté du chaos, on n'est pas à l'abri de penser que peut-être, allez, soyons complètement hérétiques, l'empereur aurait pu lui-même succomber. En fait, on sait que l'empereur, a priori, alors là je sors un peu du contexte du codex, mais tel que c'est plus ou moins communément admis, et on le retrouve dans certains ouvrages, en fait, l'empereur c'est l'anathème du chaos, c'est-à-dire que c'est l'opposé total de ce que peut incarner en fait le chaos. Malgré tout, là il se passe quoi? On a quand même des primarques qui sont des mini-facettes, qui sont des petites parties de l'empereur, et qui sont quand même passées, alors j'allais dire majoritairement, mais 50%, ça joue à peu de choses, hein. Et puis bon, après, vous allez toujours me dire, oui, il y a Lionel Johnson, hein, on sait pas trop, peut-être qu'il était du côté, ça en fait 50, ça fait un de plus, un de moins, peu importe. Mais en tout cas, 50%, c'est énorme. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire déjà? On peut en déduire que forcément, si l'empereur... vous voyez ce que je veux dire, c'est que forcément, s'il y a 50% de ce qui peut représenter l'empereur, parce que on imagine, voilà, il en a fait 20, pourquoi il en a fait 20? Parce que peut-être chacun représentait un élément essentiel de sa personnalité, un trait caractéristique, voilà, 20, on arrive là, si la moitié passe du côté du chaos, on peut en déduire peut-être même que, alors là j'extrapole, mais j'aime bien extrapoler, que peut-être la moitié de l'empereur serait plus ou moins chaotique, pas ce que je dis, mais on peut imaginer ça, on peut imaginer que s'il n'y avait pas l'autre moitié et cet équilibre entre les choses, eh bien que l'empereur aurait pu être un empereur voilà, démoniaque ou du chaos, on peut imaginer ça. Alors là vous dites, oh là là, hérésie, il part trop loin, mais réfléchissez à ça. Vous prenez un être, vous le divisez en 20, voilà, et puis 10%, enfin 50% part du chaos, 50% reste loyaliste. Au final, vous vous dites que, eh bien voilà, il y a cette ambiguïté entre les deux. Donc je trouve que voilà, le fait d'avoir fait
passer les Primarques comme ça du côté du chaos, c'est assez révélateur de la faiblesse globale que peut même avoir l'empereur en lui-même. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui a été forcément très développé, mais en tout cas on peut l'imaginer à travers ça, et dans ces vidéos, je vais me faire plaisir à imaginer un petit peu des choses. Donc parenthèse, si vous voulez quelque chose de très carré, de très scolaire, ne restez pas dans cette vidéo. Moi je vais faire une vidéo plaisir où justement on s'ouvre un petit peu l'esprit, on sort de ce qu'il y a uniquement dans ce codex, et j'ai vraiment essayé d'arriver avec, alors c'est un peu dur, mais avec un œil neuf sur ce codex. Essayer de voir sans les 35 ans d'histoire de Warhammer 40 000 que je connais déjà, et me dire comment on peut interpréter ça. Et honnêtement, quelqu'un qui a un regard très neuf sur ce codex, on vous parle de l'empereur, on vous parle que la moitié de ses créations se passaient du côté chaotique, et vous dites, bah oui, lui-même, ça tient un peu de choses en fait. Alors j'ai zappé, mais je reviens ici. Donc bon nombre de guerriers des anciennes légions menaçant la galaxie ont vécu et survécu pendant 10 000 ans. Et ça, c'est un point qui est très important, parce que la plupart, parce qu'après il y a aussi des chapitres qui passent du côté sombre, enfin du côté du chaos, à tout instant. Donc là on peut même se poser la question, quand est-ce qu'on aura enfin un chapitre du chaos, enfin un chapitre Primaris qui passerait du côté du chaos, parce que ceux qui se disent « oulala, mais les Primaris, il n'y a aucune chance qu'ils succombent », bah oui, alors déjà qu'un Primarque a succombé, Belisaresco, il est bien gentil, mais je pense pas qu'il ait trouvé la solution pour empêcher un individu qui soit Primaris ou Space Marine Firstborn, c'est-à-dire les premières générations, ou même Primarque, de passer du côté du chaos. Donc je pense qu'il est totalement logique d'avoir des Space Marine Primaris du chaos. Donc à voir quand est-ce que ça va arriver. Est-ce que vous, dans les lectures que vous avez eues, parce que moi j'ai pas pu lire tous les romans de la Black Library, est-ce qu'il y a déjà eu un passage où un Primaris passait du côté du chaos? Honnêtement, je suis preneur. Si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas. Encore une fois, ce genre de vidéos, c'est des vidéos qui sont ouvertes, où le but c'est aussi de discuter entre nous. Je suis pas là à vous raconter mon histoire, qui est la seule vérité impériale, quoi. Enfin, on n'est pas dans un cours d'histoire, on est vraiment sur un échange entre nous, entre passionnés. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà, alors ça va être compliqué de répondre à tout le monde, mais bon, on trouvera du temps. Alors le point qui est important avec ça, c'est qu'on se retrouve avec des individus qui sont beaucoup plus vieux, donc beaucoup plus expérimentés, donc censément aussi beaucoup plus forts que les Space Marines loyalistes. Parce que, pour rappel, a priori, le plus vieux loyaliste, c'est Bjorn Main Terrible, Space Wolf, incarcéré dans un Dreadnought, qui était là justement au temps de l'Érèse de Russe. Donc il a vu son Primarque combattre Magnus le Rouge, donc ça en fait le Space Marine encore en vie à travers le Dreadnought, le plus vieux. Voilà, donc le plus vieux, il n'y en a qu'un seul. Hein. Après, et si on va chercher celui qui n'est pas incarcéré dans un Dreadnought, c'est Dante, et Dante, il a que 1500 ans. Donc c'est un pur gamin. 1500 ans par rapport à 10 000 ans d'expérience, autant dire que c'est risible. Alors que Dante, ce qui est important, alors je rouvre une parenthèse, mais c'est une parenthèse qui est très riche. En fait, c'est ça qui est génial. C'est ce que je vous disais avec le fluff de Warhammer 40 000, c'est qu'il n'y a pas plus riche. Je connais aucun jeu avec un univers aussi développé. Alors, peut-être, je ne connais pas de l'absolu, enfin tous les jeux, mais là, clairement, vous voyez, il y a tellement de richesse dans Warhammer 40 000, c'est sa force énorme. Donc, on a Dante. Dante, c'est un Space Marine qui est le plus vieux non incarcéré dans un Dreadnought. Parce que ce qui se passe, c'est que Bjorn, lui, on le réveille, alors a priori, tous les 1000 ans. Bon, techniquement, je pense il va y avoir des petites entorses là-dessus, mais en fait, on le réveille tous les 1000 ans, donc tous les 1000 ans, hop, il se réveille un petit peu, après il se rendort. Au final, en termes d'existence de pensée, parce que quand il est en stase, on peut imaginer qu'il n'est pas en train de réfléchir à sa vie, ni de faire des choses, il vit au final moins longtemps que Dante qui vit chaque seconde intensément. Et en fait, ce qui est assez intéressant et qui a été développé dans le Codex Blood Angel, c'est que Dante, il est au bout du rouleau, il faut le dire comme ça. Dante, il est vraiment fatigué, et tous ceux qui le côtoient s'accordent pour dire que Dante, il porte sur lui le poids des années. Et 1500 ans, c'est extrêmement dur à porter, et qui continue parce qu'il a un rôle à jouer auprès de l'Imperium, et il sait que tant qu'il n'aura pas joué cette dernière partition, il ne pourra pas mettre fin à l'œuvre de sa vie. C'est joli ce que je dis. Là, on a des Space Marines du chaos qui, pour la plupart, ont 10 000 ans, donc beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de choses. Ils ont vu beaucoup plus de choses, donc
Comment mettre dans la balance et à la fois des Primaris peut-être qui viennent, qui ont peut-être 200 ans ou 100 ans ou quelques années de maturité, même si bon, ils ont été entraînés un petit peu avant, etc. Et puis des légions complètes, donc beaucoup plus qu'un chapitre, qui se battent depuis 10 000 ans, vétérans de la longue guerre. Honnêtement, si l'expérience fait la différence, si vous prenez des vétérans qui sont plus expérimentés, donc bien meilleurs en combat, là, des vétérans de 10 000 ans, autant dire que normalement, ça devrait être no match, même pour du Primaris. Mais bon, je vous rappelle qu'il faut que toutes les codex soient équilibrés, hein, on va dire. Mais c'est quand même assez fort, et c'est une image qui est dure hein, dans l'équilibrage, et c'est un travers toujours, je le souligne souvent dans mes reviews fluff. Le problème, c'est que on veut vous vendre des choses, on veut vous faire rêver, donc c'est l'élite de l'élite de l'élite de l'élite de l'élite de l'élite, ça donne un guerrier de l'Astra Militarum. Maintenant, vous prenez l'élite de l'élite de l'élite de l'élite, ça vous donne un Scout Space Marine, vous prenez l'élite de l'élite de l'élite, ça vous donne un Space Marine Intercessor, etc., etc., jusqu'à tomber sur du Grand Maître Chevalier Gris, jusqu'à tomber sur de la Légion Custodes, et etc., etc. Et là, bah voilà, juste un légionnaire Space Marine, c'est 10 000 ans d'expérience. Donc prenez-le quand même en considération quand il se prendra un Bolt. Alors pour revenir un petit peu là, pour revenir un petit peu sur ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur la genèse des Space Marines du chaos, donc ce qui s'est passé, c'est que il y a une intervention qui est extérieure. Alors à une époque, j'avais lu que c'était vraiment une intervention du chaos. Là, c'est pas marqué tel quel exactement, une catastrophe cosmique inexplicable éparpilla ces demi-dieux à travers toute la galaxie. Donc en fait, les 20 Primarques ont été expédiés à travers la galaxie, on ne sait comment, on ne sait pourquoi, et l'empereur du coup a envoyé sa grande croisade pour justement retrouver ses enfants perdus parmi les étoiles, et lors de ce voyage, en fait, c'est là où les Primarques ont été exposés a priori pour la première fois au chaos. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que eh bien, l'empereur ne pouvait plus recréer des Primarques, ou ne voulait plus recréer des Primarques. Je pense qu'il y a un équilibre entre les deux, et de fait, il a utilisé le patrimoine génétique qu'il avait développé pour les Primarques pour créer les premiers Space Marines. Donc tous les Space Marines sont des descendants des Primarques, parce qu'en fait, il a pris un des 20 traits caractéristiques pour en faire le gène dominant, on va simplifier, sur les Space Marines. Donc ça a donné les 20 premières légions Space Marines. Elles ont retrouvé leur papa Primarque, et puis bah, voilà, elles partageaient les traits génétiques, etc. Ça s'est développé, et à un moment donné, ce qu'on nous dit, c'est que il est improbable que aucun des Primarques n'ait échappé à l'influence du chaos. C'est-à-dire que tous, a priori, ont été, c'est marqué là, il paraît peu probable qu'aucun des Primarques se montra entièrement résistant à ce mal, donc le chaos. Et tous furent sans doute mis à l'épreuve et résistèrent ou ployèrent sous cet assaut d'une subtilité trompeuse. En fait, il y a des tas d'axes que peut utiliser justement suivant le dieu du chaos. On peut imaginer très bien que Angron, qui était en mode guerrier, on lui disait écoute, t'es pas vraiment le plus grand guerrier, prouve-nous que t'es le plus grand guerrier, lui peut-être il est un peu plus fort que toi, écoute, si je te donne de la puissance, tu seras le plus grand guerrier, voilà. Quelqu'un comme Magnus, ça va être un peu plus subtil, ça va être sur la connaissance, genre tu as des connaissances, mais est-ce que tu as vraiment toutes les connaissances? Est-ce que tu voudrais pas en savoir un peu plus? Clique ici si tu veux en savoir un petit peu plus, abonne-toi à la newsletter Zinch Power, donc voilà. Mortarion, est-ce que tu veux résister? Oui, tu es très résistant, mais la maladie peut emporter tout le monde, et ainsi de suite, etc. Et ce qui est assez intéressant, et qui n'est pas forcément mis en avant autre part, c'est que tous les Primarques ont été tentés comme ça. Roboute Guilliman, Lionel Johnson, est-ce qu'il y a résisté? Oui, je crois, je ne sais plus, mais tous les Primarques Sanguinus, tous les Primarques les plus loyalistes, eh bien, ont été soumis malgré tout aux tentations du chaos. Donc certains ont résisté, certains peut-être ont utilisé ça pour renforcer leur foi en l'Imperium, en l'Empereur, d'autres par contre bien sûr ont succombé. Et en fait 50% c'est quand même assez grand, hein. Donc encore une fois je vous dis, c'est vraiment très juste la limite entre passer du côté du chaos ou pas. Et donc bien sûr, comme toute histoire mélodramatique, eh bien c'est le fils préféré de l'Empereur, à savoir Horus, qui a été l'instigateur de la rébellion contre papa l'empereur, et c'est lui qui a encouragé ses frères qui étaient sur la tangente à passer du côté du chaos, et qui a commencé voilà, l'hérésie d'Horus avec retour à la maison sur Terra pour botter les fesses de papa l'empereur et montrer qui c'est le plus fort. Bon, vous voyez, hein, je me fais happer parce que j'ai envie d'aller plus loin dans cette historique et dans le fluff. Donc j'essaie malgré tout que ça reste accessible aux gens qui voudraient découvrir l'univers de Warhammer 40 000, mais j'aimerais aussi que ceux qui connaissent déjà
eh bien pousser un petit peu la réflexion, bousculer un petit peu ce qu'on connaît déjà et puis aller chercher, je sais pas, peut-être d'autres hypothèses. Moi j'aime bien comme ça un petit peu les hypothèses. Donc là on vous rappelle bien sûr que il y a aussi des loyalistes qui passent encore récemment du côté du chaos pour des raisons plus ou moins diverses et variées. Donc c'est pas toujours en fait l'attrait d'un dieu du chaos, mais ça peut être par exemple passer juste renégat sans forcément vouloir être avec le chaos, mais se dire bah voilà, ce domaine nous appartient, on est assez fort, l'Imperium ne nous aide pas, nous a pas donné de renfort, donc cette zone on va la garder pour nous, et puis voilà, on va déclarer un peu son indépendance. Bien sûr, souvent ils se retrouvent plus ou moins damnés, donc aller chercher de l'aide un petit peu à droite à gauche, et le chaos, ils sont toujours prêts à venir sonner à votre porte pour proposer un petit peu d'aide. Donc si on continue dans l'historique de l'hérésie d'Horus, eh bien on a été jusqu'au palais de l'empereur, grosse baston, Sanguinus se fait dégommer par Horus et l'empereur, dans un dernier geste rageur, finit malgré tout par tuer Horus et se retrouve mortellement blessé. Fin de l'hérésie, à partir du moment où Horus a été terrassé, eh bien alors ça, c'est toujours quelque chose, moi, qui m'a entre guillemets un peu choqué. Vous imaginez, vous avez des guerres partout. C'est pas uniquement sur le palais de l'empereur, et puis d'un coup, ah, le général en chef a été tué, donc, et, bah, du coup, ça veut dire que la guerre est perdue, donc tout le monde s'enfuit, et puis les loyalistes ont gagné. J'avoue que je suis pas, je ne sais pas si c'est quelque chose qui, dans la réalité historique, est vraiment le cas. Je trouve que là, c'est un petit peu trop héroïque, en fait, un petit peu trop. On a vraiment des personnes, et puis derrière, des milliards et des milliards d'individus, mais si on perd la tête pensante, eh bien, l'armée s'effondre complètement. Ceux qui ont plus de notions historiques réelles, eh bien, dites-moi si ça a été comme ça le cas ou pas, parce qu'on peut très bien imaginer, enfin, moi, ce que je peux imaginer, c'est que, eh bien, voilà, il y a un autre primarque qui prenne le lead, etc. Alors, c'est ce qui s'est passé, pas avec un primarque, mais avec Abaddon. Abaddon qui sera dans la prochaine vidéo, comme ça me permet de vous teaser pour la prochaine vidéo. Mais voilà, dites-moi aussi en commentaire, ça me ferait plaisir. Et alors, une fois qu'Horus avait perdu, bah, qu'est-ce qui se passe? On rentre à la maison, hein, dans ces termes-là. Donc, toutes les légions en fait renégates se sont enfuies pour échapper à la colère de l'Imperium. Et puis, la plupart du temps, bah, elles se sont réfugiées dans l'œil de la terreur, qui était une zone où il y avait un tampon entre l'espace réel et l'espace du chaos, l'espace warp. Donc, du coup, voilà, c'était une zone un petit peu de non-droit où l'Imperium n'a pas voulu se risquer. Donc, ils ont laissé les hérétiques, bah, voilà, comme ça, s'enfuir un petit peu. Alors non, ils sont pas tous, hein. Il y a les Manros, hein, le primarque des Space Wolves, qui lui est parti les chercher dans l'œil de la terreur. Il est toujours parvenu, donc j'imagine qu'un jour on aura de ces nouvelles. En tout cas, bah, si vous avez de ces nouvelles, hein, vous laissez un message aussi, puis on le rappelle. Mais en tout cas, voilà, ce qui a causé en fait la poursuite de cette longue guerre et la non-fin, parce que, eh bien, forcément, ceux qui sont retournés dans l'œil de la terreur ont refait un petit peu leur force. Ils sont battus aussi beaucoup entre eux. Ça, c'est un passage qui est intéressant. C'est que, alors qu'ils étaient tous unis lorsqu'il y avait Horus, eh bien, quand Horus a été tué, forcément, ils sont fragmentés et puis chacun voulait un petit peu sa part du gâteau. Et au final, quand il n'y avait pas grand-chose à manger dans l'œil de la terreur, il fallait bien se répartir un petit peu les zones, les espaces, les planètes qu'il y avait, même s'ils étaient sans doute inféodés à certains dieux, etc. Donc ça facilitait évidemment la répartition, mais en tout cas, voilà, il fallait qu'ils se battent entre eux pour justement réussir à survivre. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie de la vidéo. Vous voyez que j'ai déjà été extrêmement loin, je trouve, et que je peux pas me permettre de faire ça pour tout le codex en une seule vidéo. Sinon, quand je vous dis que la vidéo elle fait 5-6 heures, honnêtement, je pense qu'on peut même faire beaucoup plus. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous plaît et que vous avez envie d'encourager mon travail sur la chaîne, eh bien comme d'habitude, un petit like, ça fait plaisir, un gros commentaire, ça fait plaisir aussi. Ensuite, le palmier, vous mettez un petit palmier, ça c'est pour me dire, mec, t'es pas obligé de perdre du temps à répondre. Je préfère que tu me fasses la suite avec Abaddon, Abaddon, il revient juste derrière, on l'a déjà vu, mais voilà. Et puis, si vraiment vous aimez mon travail et que vous avez envie que ça perdure des années, eh bien, vous avez Tipeee. Tipeee, c'est la façon financière de me soutenir. Ça me permet, eh bien, d'être payé pour mon travail sur la chaîne, qui est ma seule source de revenus. Donc, n'hésitez pas à m'aider mensuellement, ça fera bien plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo fluff. C'est ça aussi l'avantage, c'est qu'en faisant plein de petites vidéos, même si celle-ci, je suis sûr, elle va déjà être trop longue quand je vais la monter, voilà. J'en ferai plus souvent qu'une fois de temps en temps. Voilà. Merci à vous tous, à bientôt, salut à tous.